Donc, je suis Isabelle Yoljian, responsable à l'ANSM des médicaments en endocrinologie notamment et en diabétologie. Donc, à ce titre, nous avons la gestion des médicaments des agonistes GLP-1 dans les indications diabète et obésité. Et évidemment, nous les suivons de manière extrêmement rapprochée puisque vous savez qu'on a une antériorité catastrophique avec l'histoire du Mediator. Et donc, bien sûr, la crainte d'un peu tout le monde, c'était est-ce que ces médicaments ne sont pas le nouveau Mediator et comment faire pour concevoir une utilisation raisonnée et sans risque de ces médicaments qui suscitent un fort engouement. Rapidement, un bref rappel des indications thérapeutiques. Donc, nous avons deux médicaments actuellement considérés comme les stars des AGLP1. Donc, le Wegovy, qui est le sémaglutide, et qui est donc le pendant de l'Ozempic dans l'indication diabète de type 2. Donc, le Wegovy. Il est indiqué dans la prise en charge de l'obésité en complément d'un régime hypocalorique adapté, d'une augmentation de l'activité physique chez des patients qui ont un IMC supérieur ou égal à 30 ou supérieur ou égal à 27 avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire, HTA, hypercholestérolémie, etc. Son petit cousin ou frère, c'est le Mounjaro, donc le tirzepatide, qui a une double indication, obésité et diabète de type 2. Et sur la petite photo à côté, vous voyez que c'est un médicament ce sont des médicaments qui sont assez efficaces puisque ils sont associés à une perte pondérale de 15 à 20% la plupart du temps. Donc, vous voyez que Obélix a perdu du poids. Si on regarde un petit peu les données d'utilisation, alors vous avez des courbes sur l'évolution du nombre de boîtes vendues. Une boîte correspond à un traitement mensuel pour un patient. Donc, on a Wegovy qui a été lancé effectivement en octobre 2024, qui a connu un premier pic de vente en juillet 2025 et qui est en forte croissance. Mounjaro est venu un petit peu plus tard, mais un mois plus tard, et il a rattrapé aussi progressivement de 77% le volume de Wegovy en 8 mois. Donc, ces médicaments sont vendus et ne sont pas à l'heure actuelle remboursés. Ils ont un prix conséquent puisque pour Wegovy, c'est 180 € en moyenne et pour Mounjaro, 220 € en moyenne. Après une baisse simultanée de ces médicaments en août 2025, vous voyez, il y a un petit pic négatif. On voit que ces produits sont en vente amplifiée depuis l'extension de la prescription aux médecins généralistes en juin 2025. Donc actuellement, mensuellement, 60 000 boîtes sont vendues par mois pour chacun des deux produits. Dans l'indication diabète et obésité pour Mounjaro, puisqu'on ne peut pas faire la part des choses, et dans l'indication obésité uniquement pour Wegovy. Si on regarde le nombre de patients initiés, sans surprise, on a une courbe superposable. Je dirais que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a au total le nombre d'initiations est aux environs de 50 000 patients pour Wegovy et pour Mounjaro, donc 100 000 avec les deux. Et quand on compare par rapport aux boîtes vendues, on a 60 000 boîtes vendues, donc ça ferait 60 000 patients. C'est une donnée intéressante, ça veut dire que donc, les gens qui ont initié le traitement quand le médicament a été disponible en octobre et en novembre sont toujours en cours de traitement. Donc il y a eu peu de pertes, donc peu d'arrêts. Donc les personnes initiées très tôt sont à l'heure actuelle continuent à prendre ces traitements. Ce qui pose la question finalement d'un traitement à long terme, combien de temps, combien d'années les gens vont prendre ces médicaments s'ils veulent stabiliser leur poids et quels sont les risques qui vont y être associés à long terme. Ça va faire partie des enjeux de l'avenir. Si on regarde les ventes par type de prescripteur pour Wegovy et Mounjaro,
on voit que massivement, ce sont les médecins généralistes qui prescrivent. Vous êtes à plus de 50% et vous avez vu qu'il y a une courbe ascendante forcément depuis qu'en juin, on a permis aux médecins généralistes de prescrire en première intention. Vous êtes les premiers prescripteurs. Si maintenant on fait un focus sur les prescriptions d'AGLP1 en général, alors là on a une prescription massive des généralistes avec plus de 85% de prescriptions initiées par les médecins généralistes. C'est une donnée très importante. Pour nous, ça veut dire que vous êtes le verrou en fait de prescription. Vous êtes les personnes les plus à même de contrôler ce qui se passe pour vos patients et donc de faire attention quand vous prescrivez, de faire en sorte que les prescriptions elles soient faites à bon escient et de résister à la pression dont on sait qu'elle peut être difficile j'aimerais bien perdre peut-être 5-6 kilos avant l'été, mais je ne suis pas en obésité. Et donc, non, en fait, ce ne sont pas des médicaments qui doivent être prescrits à visée esthétique, mais gardez bien en présence cette courbe parce qu'elle est fondamentale. C'est vraiment sur vous que reposent finalement beaucoup de choses. Un autre enseignement de ces données de prescripteurs, c'est que finalement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup à l'ANSM de demandes de spécialistes nous demandant d'avoir accès en fait à la primo-prescription. Je pense notamment aux chirurgiens bariatriques ou aux cardiologues. Et finalement, ce sont des très petits prescripteurs parce que les cardiologues, c'est un faible niveau, c'est moins de 1%. Et donc, en fait... après les médecins généralistes, le deuxième prescripteur le plus important, c'est l'endocrinologue. Ensuite, le gynécologue, le cardiologue, et puis après le reste. Mais on voit que les spécialistes, en tout cas, ne prescrivent pas énormément. Alors, quelques chiffres sur les AGLP1 en général, pas juste Wegovy et Mounjaro. Donc, on a une croissance sans surprise très soutenue du nombre de patients, puisqu'on a eu plus 10% du nombre de patients entre juillet 2024 et juin 2025. Donc, on est aux alentours de 850 000 patients actuellement. Une hausse extrêmement importante des patients en initiation de traitement, pareil, c'est tous les AGLP1 confondus, donc une hausse quasiment de 44% en un an, avec 215 000 patients en initiation en juin 2025. Et on sait que la population éligible va croître, parce que outre effectivement le nombre de personnes en obésité et en surpoids en France, la HAS estime que la population éligible est entre 1 et 2 millions de patients. Mais potentiellement, sachant que si je ne me trompe pas, Anne-Sophie, je crois qu'il y a 8 millions de personnes en situation, 10 millions de personnes en situation d'obésité, ça veut dire que en fait, ces 10 millions de personnes sont probablement éligibles au traitement et que la HAS a sous-estimé ces données. Quelques aperçus donc, de la pharmacovigilance et du mésusage. Alors, je dirais que on a un profil de sécurité qui est connu depuis de très nombreuses années, ces molécules étant commercialisées outre-Atlantique avant la France. C'est un profil de sécurité qui est bien documenté chez des millions de personnes et qui est inscrit dans les RCP notices des médicaments. Donc, et c'est bien normal, vous ne connaissez pas par cœur tous les effets indésirables associés, vous allez les retrouver dans le Vidal ou sur la base de données publiques de médicaments. Les effets indésirables sont en lien avec le mécanisme d'action, donc les douleurs abdos, nausées, vomissements, diarrhée, mais on peut aussi avoir des cholécystites, des gastroparésies, des pneumopathies d'inhalation et tout un tas d'autres désagréments. On a des effets indésirables qui sont potentiellement graves, comme les pancréatites, des iléus paralytiques ou des neuropathies optiques ischémiques, cancer de la thyroïde, d'autres effets qui sont encore à documenter pour certains, et notamment on a vu récemment dans le dernier rapport de pharmacovigilance l'apparition de carences nutritionnelles sévères avec des anémies très marquées et une perte de masse musculaire très importante, plus importante finalement que via un régime traditionnel, voire une chirurgie bariatrique, c'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Donc c'est vraiment voilà, des choses qui vont s'affiner à l'avenir, des effets indésirables qu'on va voir arriver en plus grand nombre mécaniquement, puisque plus de prescriptions égale plus d'effets indésirables, c'est normal, c'est totalement mécanique, mais au-delà d'un profil connu, donc il y a vraiment un message à faire passer, c'est qu'il y a encore des risques qui sont inconnus tant en nombre qu'en gravité.
Donc on rappelle que dans les indications diabète et obésité, la balance de ces traitements, la balance bénéfice-risque de ces traitements reste positive. Par contre, dès qu'on sort de l'autorisation de mise sur le marché, le bénéfice-risque devient négatif, et on rappelle, et on ne sera jamais assez nombreux pour le rappeler, que les agonistes GLP-1 sont des médicaments. Comme tout médicament, ils s'exposent à des risques potentiellement graves et ils ne doivent pas être utilisés à des fins esthétiques pour perdre du poids, et encore moins sans prescription médicale. Si on s'attarde sur le mésusage et les produits falsifiés, donc il y a, on va le voir plus tard, beaucoup de produits qui ont été vendus, enfin qui sont vendus comme contenant des AGLP1 sur des plateformes en ligne ou sur Internet. Ils contiennent au mieux une absence de produits, au pire des substances actives délétères comme de l'insuline, qui, si on n'est pas diabétique, effectivement, ça peut conduire à des effets très graves. On a eu des comas hypoglycémiques avec de l'insuline dans les stylos censés contenir de l'Ozempic, ou d'autres substances actives qui peuvent induire encore d'autres risques. Donc là aussi, il faut faire très attention aux produits falsifiés et ne pas se produire ce type de médicaments hors circuit habituel. Le mésusage, on le voit donc pour les prescriptions en hors AMM. Ce mésusage, il est surtout visible aussi lors de la téléprescription. Il est relayé par les familles, l'entourage. Ah, mais tu sais quoi, j'ai essayé les seringues d'Ozempic, ça marche super bien. Tiens, tu peux te faire un clic. Voilà, donc on voit ça. Donc la vente sur Internet, les importations de l'étranger, on ne sait pas ce qu'il y a dans le stylo. Les posologies ne sont pas respectées, surtout dans le cadre de la transmission de seringues intrafamiliales ou avec les amis. Entre le nombre de clics supérieur ou inférieur, on voit que les gens font un petit peu n'importe quoi. Et là, effectivement, c'est le jackpot en termes d'effets indésirables, avec notamment beaucoup de troubles gastro-intestinaux, beaucoup de vomissements persistants, parfois nécessitant une hospitalisation, et avec des effets très graves, des pancréatiques, des ileus paralytiques, qui peuvent conduire quand même à des interventions chirurgicales. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, si on veut perdre 4 kilos, de risquer d'avoir une occlusion et ensuite une intervention chirurgicale ? Et évidemment, avec des médicaments falsifiés, donc le risque le plus communément observé chez nous, ça a été le coma hypoglycémique en lien avec de l'insuline dans les seringues. Si on s'attarde maintenant aux actions de l'ANSM sur la vente ou les publicités illégales en ligne, alors ça nous a engendré, et ça nous engendre beaucoup de travail. Alors le contexte, vous le connaissez tous, c'est évidemment un engouement massif pour ces pilules miracles permettant de maigrir. Donc, fatalement, on a une multiplication des publicités et des offres de vente des produits présentés comme contenant des AGLP1 sur Internet, les réseaux sociaux, différents sites marchands. Au-delà du risque d'arnaque et d'effets délétères sur votre carte bancaire, il y a vraiment des risques pour la santé avec ces produits. On observe que ces produits censés contenir des AGLP1 sont vendus avec l'utilisation frauduleuse des logos des agences administratives, donc du logo de l'agence européenne ou de l'ANSM. Et on rappelle qu'en France, seuls les médicaments sans ordonnance, donc prescription médicale facultative, peuvent être vendus en ligne par les pharmacies agréées. Donc les AGLP1 ne peuvent pas être vendus en ligne car ils sont soumis à prescription obligatoire. Donc en France, on a dénombré à peu près 10 sites marchands qui vendent des produits présentés comme contenant des AGLP1. Amazon, Cdiscount, voilà, sont des plateformes qui vendaient et qui ont utilisé le logo de l'agence de manière frauduleuse. L'ANSM, via la direction des laboratoires et des contrôles, a pu mettre en évidence que ces produits étaient bien souvent falsifiés, donc ils ne contenaient pas des AGLP1 ou bien des substances dangereuses à risque pour la santé. Et pour chaque site signalé, en fait, afin de faire cesser les activités de vente et de promotion illégales, on a plusieurs outils qui sont disponibles. Alors d'abord, la procédure de décision de police sanitaire. On a la capacité de faire des projets pour suspendre la mise sur le marché des produits frauduleux. Donc on suspend la distribution, la détention en vue de la vente, l'importation, l'exportation. On peut saisir des colis à la douane.
Et évidemment, on suspend la publicité, donc on s'adresse aux plateformes, on leur demande de mettre fin à tout cela. La plupart du temps, ils le font. S'ils ne le font pas ou s'ils le font de manière partielle, eh bien, on applique la décision de police sanitaire, on la publie sur le site de la NSM, c'est déjà un peu dissuasif. Et on peut également avoir recours à des signalements sur le portail Pharos du ministère de l'Intérieur en signalant des contenus sur Internet suspectés d'être illégaux. À ce moment-là, il y a une enquête policière avec des policiers qui regardent et qui peuvent donc supprimer les contenus, bloquer les sites web, voire même engager des poursuites judiciaires en fonction du contexte. On peut également saisir le procureur de la République sur la base de l'article 40 du procédure pénale pour exercice illégal de la pharmacie, utilisation frauduleuse des logos. Et donc, c'est le procureur qui va décider, en fonction du contexte, s'il va poursuivre pénalement ceux qui sont responsables de ces infractions. Pour la publicité des vrais médicaments, alors non seulement on a affaire effectivement à des sites qui vendent des choses donc illégales ne contenant pas des vrais médicaments, mais on a aussi des laboratoires pharmaceutiques pour les vrais médicaments qui peuvent parfois louvoyer. Et donc on rappelle que les médicaments qui sont soumis à prescription ne peuvent pas faire de la publicité auprès du grand public, ils peuvent faire de la publicité mais avec une autorisation soumise à la NSM auprès uniquement des professionnels de santé. Donc, s'ils ne respectent pas cet aspect, eh bien, la NSM peut décider également de saisir le procureur. Et si le procureur décide de ne pas poursuivre au pénal le laboratoire, alors la NSM peut mettre en place des sanctions financières. Mais en gros, on ne cumule pas les deux actions pénales plus sanctions financières. Et on rappelle aussi quelque chose d'important, les influenceurs ne peuvent pas promouvoir auprès du public des médicaments. Donc c'est une interdiction générale qui s'applique à n'importe quel médicament. Tout influenceur qui fait de la promotion d'un médicament auprès du grand public s'expose à une sanction pénale et peut-être que cet aspect n'est pas totalement connu aujourd'hui. L'Agence européenne du médicament met en place également des actions, puisqu'elle aussi a trouvé extrêmement préoccupant qu'on utilise son logo pour communiquer sur la vente de produits falsifiés. Et elle combat avec les mêmes actions que les influenceurs, puisqu'elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, Instagram, en collaboration avec des créateurs contenus qui sont issus de plusieurs États membres de l'Union européenne, mais pas la France, malheureusement. Et l'objectif, c'est bien de lutter contre la désinformation, le mésusage, faire passer le message que ces traitements ne sont pas des traitements miracles. Donc les créateurs de contenu sont des professionnels de santé ou des experts nutritionnistes qui respectent les valeurs du LIME et en particulier ils n'ont pas de conflit d'intérêts. Pour terminer, donc, que faisons-nous tous ensemble? Donc, c'est une surveillance continue de ces médicaments, au-delà de la surveillance des données de vente. On regarde avec la CNAM s'il y a un mésusage, on surveille les données de risque au fil de l'eau avec la pharmacovigilance. On a mis en place des études épidémiologiques pour mieux quantifier certains risques qui ne nous semblent pas totalement connus. Et on a ce qu'on appelle un CST spécifique AGLP1, donc c'est un groupe de travail pluridisciplinaire sur les agonistes GLP1 qui s'est réuni 7 fois depuis sa création en 2 ans. Donc la NSM et l'IME font des communications. Donc je vous ai mis les différentes communications de la NSM les plus récentes sur cette slide. Bien sûr, on contrôle aussi en faisant des analyses dans les laboratoires ce qu'il y a dans les produits qui prétendument contiennent ces AGLP1. Quelques messages clés que vous connaissez, mais vraiment, c'est bon de les rappeler. Donc, si on veut pouvoir toujours à disposition les AGLP1, il faut vraiment faire attention quand on les prescrit. Donc, c'est un outil qui est très efficace. Vous êtes heureux et je pense que les patients sont heureux de pouvoir les avoir. Ce ne sont pas des produits miracles, donc ils s'associent à une prise en charge global, comme l'a dit Anne-Sophie. C'est vraiment extrêmement important de le rappeler. Comme tout médicament, il comporte des risques qui peuvent être parfois graves. On ne doit pas les utiliser à des fins esthétiques.
C'est vraiment dans les indications de l'AMM, donc diabète et obésité, et bien sûr sous prescription médicale. Attention au circuit, donc on respecte bien le circuit légal et on n'essaye pas de s'en procurer sur des sites de vente frauduleux ou sur la vente en ligne, hein, puisque, on le rappelle, seuls les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale peuvent être vendus en ligne. Et si on s'en procure par des voies détournées, à ce moment-là, on s'expose à des risques potentiellement graves. On a eu des hospitalisations. Voilà, je vous remercie.